Orders of the day. Government orders. Ordre émanant du gouvernement. Projet de loi émanant du gouvernement. Étude à l'étape du rapport du projet de loi C3 visant à modifier la loi sur la citoyenneté. 11 motions. Lui demandant de choisir les motions numéro 1 et 5 inscrites au nom de la députée de Vancouver-Est sous motif qu'elles n'ont pas pu être présentées en comité. The chair notes. La présidence tient à signaler conformément à la motion de régie interne adoptée par le comité le 17 juin 2025, la députée avait la possibilité de soumettre des amendements en fin d'examen par le comité. Pour cette raison, les motions numéro 1 et 5 ne seront pas choisies. Toutes les autres motions ont été examinées et la présidence est convaincue qu'elles sont conformes aux lignes directrices concernant la sélection des motions d'amendements à l'étape du rapport énoncé à la notation de l'article 76.1.5 du règlement. Les motions 2 à 4 et 6 à 11 seront groupées pour les fins du débat et mises aux voix selon les modalités pour que l'on puisse les consulter au bureau. À la Chambre. Ms. Kwan, seconded by Madame Kwan, appuyée par Madame Gazan, propose que le projet de loi C3 à l'article 1 soit modifié par substitution aux lignes 40 et 41, page 3 de ce qui suit 15 jours avant la naissance. B, par substitution aux lignes 32 et 33, par ce qui suit 15 jours avant la naissance. Motion numéro 3. Madame Thompson pour Madame Diam, appuyée par Monsieur Laboureau, propose que le projet de loi C3, l'article 1, soit modifié par substitution aux lignes 40 et 41, page 3 de ce qui suit 15 jours avant la naissance. B, par substitution au passage commençant à la ligne 32, page 4 et se terminant à la ligne 6, page 5 de ce qui suit 15 jours avant la naissance. Motion numéro 4. Madame Kwan, appuyée par Madame Gazan, propose que le projet de loi C3 à l'article 1 soit modifié par suppression du passage commençant à la ligne 34, page 4 et se terminant à la ligne 6, page 5. Motion numéro 6. Madame Kwan, appuyée par Madame Gazan, propose que le projet de loi C3 à l'article 4 soit modifié à par substitution aux lignes 27 et 28, page 7 de ce qui suit, 95 jours avant. B, par substitution aux lignes 40 et 41, page 7 de ce qui suit, 95 jours avant. Puis-je dispenser? Non. Motion numéro 7. Madame Thompson pour Madame Diab, appuyée par Monsieur Laboureau, propose que le projet de loi C3 à l'article 4 soit modifié A par substitution aux lignes 27 et 28, page 7 de ce qui suit, 95 jours avant. B, par substitution aux lignes 40 et 41, page 7 de ce qui suit, 95 jours avant. Et motion numéro 8, Mme Kwan, appuyée par Mme Gazan, propose que le projet de loi C3 à l'article 4 soit modifié par suppression du passage commençant à la ligne 43, page 7 et se terminant à la ligne 15, page 8. Motion numéro 9, Mme Kwan, appuyée par Mme Gazan, propose que le projet de loi C3 soit modifié par suppression de l'article 5.1. Motion numéro 10, Mme Kwan, appuyée par Mme Gazan, propose que le projet de loi C3 à l'article 6 soit modifié par substitution aux lignes 15 à 24, page 9 de ce qui suit. 6, l'alinéa 27.1J.1 de la même loi est modifié. Motion numéro 11, Mme Kwan, appuyée par Mme Gazan, propose que le projet de loi C3 soit modifié par suppression de l'article 6.1. Débat. L'honorable député de Vancouver-Est. Merci, Monsieur le Président. Ma motion vise à modifier le C3 pour qu'on revienne à la forme initiale du projet de loi pour rectifier la loi conservatrice, punitive et inconstitutionnelle qui enlevait le droit aux parents de transmettre à leurs enfants leur citoyenneté canadienne pour les Canadiens de deuxième génération nés à l'étranger, faisant en sorte que certains se retrouvent apatrides. Et on réagit
à la décision de la Cour supérieure de l'Ontario comme quoi la loi sur l'immigration est inconstitutionnelle et on rétablira la justice pour les familles canadiennes et les Canadiens qui travaillent, qui étudient à l'étranger et leurs enfants de deuxième génération qui ne devraient jamais être traités comme des citoyens de deuxième classe. Quand le C3 a été étudié en communauté d'immigration, eh bien, de dire que j'ai été déçue des amendements proposés par les conservateurs et appuyés par le Bloc est vraiment loin d'une exagération. Quand j'étais au comité, j'ai travaillé avec le député du Bloc en étroite collaboration. Nous étions d'accord pour apporter ces changements, mais après les élections, quelque chose s'est produit. Je ne sais pas quoi. Ils ont changé d'avis et ils ont décidé d'appuyer la motion conservatrice. Alors, c'est vraiment avec désarroi que je dois présenter ces motions pour présenter ces amendements. Beaucoup de membres des familles de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté m'ont contacté après l'étude en comité pour exprimer leur frustration et leur désarroi, leur colère. Je partage leur point de vue. J'ai beaucoup à dire. J'ai eu beaucoup à dire à propos de ce sujet au cours des 10 dernières années. C'est un dossier que je suis de près depuis 10 ans. Et maintenant, on est à un moment où on pourrait s'assurer que les lois en matière d'immigration soient conformes à la charte et c'est très important. Et de voir tout ce travail être démantelé en comité, bien, c'était choquant. À ce moment-ci, je pense qu'il est approprié de dire officiellement, au fin du compte-rendu, ici, les mots de famille de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté, leur réaction aux amendements des conservateurs et du Bloc. Une lettre de Majda Debaji représente le sentiment de nombreuses familles de Canadiens perdus. J'ai reçu de nombreux appels et messages de la part de ces Canadiens de leur famille. Alors, j'aimerais lire ce qu'ils ont à dire ici. Ils disent que, en se référant aux interventions des conservateurs et du Bloc, leurs interventions, donc, étaient à propos d'anxiété en matière d'immigration plutôt qu'à propos des droits sur la citoyenneté. Les députés continuent de confondre l'immigration et la citoyenneté. Quand ils parlent de députés, ces gens parlent des députés conservateurs et bloquistes au comité. Le C3, dans le C3, il n'est pas question de donner la citoyenneté à des nouveaux arrivants qui ont peu de lien avec le Canada. Il est question ici de restaurer un droit aux Canadiens qui ont un vrai lien authentique avec leur pays, des Canadiens qui vivent, qui étudient, qui travaillent à l'étranger pour contribuer à la présence canadienne dans le monde, à l'économie canadienne et aux valeurs canadiennes, et en faire la promotion dans le monde. On devrait les célébrer et non pas les exclure. Ensuite, il est question aussi de cette expression des Canadiens de convenance, et cette expression a été instrumentalisée pour justifier des amendements qui viserait à exclure. Et c'est inexact, ce message. Le député de Saskatoon-Ouest a parlé de gens comme moi comme étant des visiteurs ici au Canada. C'est profondément insultant puisque ça approfondit ces blessures infligées par cette limite de la première génération, une politique qui nuit déjà au sentiment d'appartenance pour des milliers de Canadiens à l'étranger. Je suis canadienne. J'ai été élevée à Ottawa, à Whistler. J'ai travaillé, j'ai vécu au Canada pendant la plus grande partie de ma vie. Mon identité canadienne n'est pas liée à la géographie et le droit de mes enfants à obtenir la citoyenneté ne devrait pas dépendre de jeux politiques. L'idée que je suis moins canadienne parce que j'ai vécu à l'étranger, c'est offusquant. Et c'est contraire au principe de la Charte visant l'équité et la mobilité. De se
se départir du lien pour une présence de 1095 jours à l'intérieur de 5 ans est discriminatoire et inconstitutionnel. Ça fait fi des réalités modernes des familles qui travaillent, qui étudient à l'extérieur, et c'est directement contraire à l'article 6 de la Charte des droits et libertés. Les amendements nuisent aux Canadiens à l'étranger et nuisent à tous les Canadiens. Ils effritent ce principe d'équité en matière de citoyenneté en créant une hiérarchie de droits en fonction de la géographie et les droits de mobilité des Canadiens, de tous les Canadiens, seront affaiblis. Et donc, ces amendements sont utilisés pour faire valoir des parts en matière d'immigration plutôt que de tenir un débat de bonne foi sur l'équité de la citoyenneté. Le manque de préparation de certains députés est vraiment effarante. Au comité, des fonctionnaires ont noté que ces amendements pourraient créer une nouvelle catégorie de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté. Alors, Monsieur le Président, tout ça reflète les perspectives de membres de la famille de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté. Ces gens sont allés devant les tribunaux et certaines ont pensé que quand elles étaient enceintes pendant la COVID, s'ils se déplaçaient, ce serait compliqué d'accoucher ici. Et pourtant, il a fallu qu'elles viennent ici pour que leurs enfants aient la citoyenneté canadienne. C'est insensé, Monsieur le Président. Notre loi est discriminatoire, et ce depuis 10 ans. Depuis que les conservateurs sous Harper ont enlevé le droit des Canadiens de transmettre leur citoyenneté à la deuxième génération d'enfants nés à l'étranger. En présentant ces motions, je dois dire qu'il n'y a pas d'entente avec le gouvernement libéral. Il n'y a pas d'entente donnant-donnant. Aucun membre de ma famille n'a perdu sa citoyenneté, mais j'agis parce qu'il faut agir. Et c'est important d'agir. C'est dans l'esprit canadien d'agir en ce sens. Nous devrions tous être traités avec équité. Les droits de citoyenneté pour ceux qui l'ont obtenu à la naissance, cette citoyenneté, oui, il faut la célébrer, il faut l'honorer, bien sûr, Monsieur le Président. Et il ne faut pas en abuser. Mais là, pénaliser les gens qui vont étudier à l'étranger, qui vont travailler à l'étranger, qui tombent amoureux à l'étranger et qui ont des enfants à l'étranger, enfin, ces gens ne devraient pas être pénalisés. Et il faut restaurer ces droits en fonction de la décision du tribunal. Et il faut ramener le projet de loi dans sa forme originale. Alors, Monsieur le Président, j'espère que l'on pourra obtenir un appui pour ces amendements pour tous être fiers du fait que les lois en matière d'immigration canadienne soient conformes à la Charte. Il ne faut pas confondre le droit des immigrants à obtenir la citoyenneté avec le droit d'obtenir la citoyenneté à la naissance. Ne créons pas cette atmosphère anti-immigration qui déborde sur nous et qui provient de l'autre côté de la frontière. Bon, peut-être que les conservateurs, eux, adhèrent à ces points de vue, mais pas moi. Alors, j'espère que tous les députés en cette Chambre appuieront ces amendements pour que nous puissions être fiers et que nos valeurs canadiennes demeurent intactes. Question en commentaire, le secrétaire parlementaire l'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la passion de la députée dans ce dossier. Je sais que pour elle, personnellement, c'est un dossier très important, et ça depuis longtemps.
nous savons que certains, comme M. Chapman, défendent cette cause pour qu'on reconnaisse la valeur de la citoyenneté et qu'on fasse en sorte que ceux qui devraient avoir la citoyenneté l'obtiennent. Le projet de loi dont nous sommes saisis est un bon pas dans la bonne direction pour reconnaître le fait que certains devraient avoir la citoyenneté depuis longtemps. Alors, j'aimerais l'entendre sur l'importance de justement pouvoir accorder la citoyenneté à ces gens. L'honorable député de Vancouver-Est. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, je travaille sur ce dossier depuis 10 ans. Dans ma famille, il n'y a pas de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté ou perdus. Moi, j'ai été née à l'extérieur du pays. Mes enfants sont nés ici. Mais bon, ça n'a pas d'importance parce que certains ont perdu la citoyenneté dans ce contexte. Il est très important d'adopter le projet de loi dans sa forme initiale. Et sa forme initiale était fondée sur un projet de loi du Sénat, le S-245. Ensuite, un projet de loi avait été présenté dans la dernière législature, le C-71, et là, voilà où nous en sommes. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire. C'est une question morale et légale. Questions et commentaires. Pierre Boucher, les Patriotes, Verchères. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour ma collègue d'en face parce qu'elle dit que les amendements visent à ostraciser les immigrants, puis que ce serait contre l'immigration, puis tout ça. Puis moi, la question que j'ai peut-être à lui poser à ce moment-là, c'est, moi, là, si je m'en vais à l'étranger, que mes enfants naissent à l'étranger, puis que mes enfants décident de rester dans ce pays-là, et que, en fait, eux ont des enfants, est-ce que cette loi-là s'appliquerait à eux aussi ou ça s'applique juste aux immigrants? L'honorable député de Vancouver-Est. Ça s'appliquerait à la deuxième génération d'enfants nés à l'étranger. Voilà ce dont il est question. Les enfants de deuxième génération nés à l'étranger, ces enfants-là seraient traités comme des immigrants en fonction des amendements apportés par le Bloc et les conservateurs. Voilà le problème. L'honorable député. Je remercie la députée de Vancouver-Est pour ces motions absolument extraordinaires qu'elle a présentées aujourd'hui. À la Chambre, ce qui me préoccupe, c'est que je constate qu'on essaie souvent de faire adopter des projets de loi qui vont à l'encontre des droits de la personne. Et c'est le cas depuis que ce gouvernement est au pouvoir. Pourquoi est-ce un terrain glissant dans lequel on s'engage si on ne se conforme pas aux conventions internationales auxquelles le Canada adhère? L'honorable député de Vancouver-Est, je remercie ma collègue d'avoir appuyé mes motions et pour ce qu'elle fait comme travail pour défendre les droits de la personne, pas seulement pour les Canadiens, mais pour tout le monde. Elle travaille sans relâche et elle se bat pour le respect des droits de la personne et ça représente ce que nous sommes comme Canadiens. Et la Cour supérieure de l'Ontario a jugé que de déposséder de la citoyenneté les gens visés par ce projet de loi, ce serait inconstitutionnel. Et ça aurait dû être un changement apporté il y a des années sans qu'on ait besoin d'une décision du tribunal. Mais le tribunal a déclaré ces dispositions inconstitutionnelles et j'invite les députés à appuyer ma motion. Une brève question, l'honorable député. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que la députée nous dise à quel point c'est important pour les Canadiens de pouvoir voyager, se déplacer à l'étranger sans mettre en péril la citoyenneté de leurs enfants. L'honorable député. Merci. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les Canadiens sont des citoyens du monde. Nous voyageons, nous nous déplaçons, nous sommes un pays en lien avec le monde entier. Et quand les gens vont étudier ou travailler à l'étranger, ils ne devraient pas être pénalisés. C'est pourquoi nous devons corriger la loi dès maintenant.
Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à souligner que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour appuyer le projet de loi C3 et mettre en évidence la manière dont il solidifie le cadre législatif de la citoyenneté canadienne. À l'issue de la deuxième lecture, le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration a achevé ses travaux d'examen du projet de loi et a auditionné de nombreux témoins. Beaucoup souhaitent connaître le nombre exact de personnes qui seront touchées par l'entrée en vigueur de cette loi. Quel est le nombre exact de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté? Le terme « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » a généralement été utilisé pour décrire les personnes qui ont perdu ou qui n'ont jamais acquis la citoyenneté canadienne à cause de certaines dispositions obsolètes de la législation sur la citoyenneté. La majorité des cas des Canadiens ayant été dépossédés de leur citoyenneté ont été résolus grâce aux révisions de la loi sur la citoyenneté en 2009 et en 2015. Ces réformes ont permis à certaines personnes de recouvrer ou d'obtenir la citoyenneté canadienne s'ils l'avaient perdue. Cependant, un petit groupe de personnes concernées ainsi que leurs descendants restent exclus. C'est ce groupe qui est principalement visé par le projet de loi C3. Le projet de loi vise également les personnes qui ne sont pas habituellement considérées comme des Canadiens dépossédés de leur citoyenneté, comme celles qui sont nées ou ont été adoptées à l'étranger par des parents canadiens qui sont des citoyens par filiation et qui sont touchés par la restriction de la citoyenneté par filiation à la première génération, laquelle a été mise en œuvre en 2009. L'une des principales raisons pour lesquelles nous ne connaissons pas le nombre exact de personnes dépossédées de leur citoyenneté ou de citoyens par filiation est que le gouvernement n'a pas tenu de registre des naissances à l'étranger depuis la promulgation de la loi sur la citoyenneté en 1977. Il n'y a aucun moyen de connaître ces naissances à moins que le parent ne contacte Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Un parent canadien peut demander un certificat de citoyenneté pour son enfant né à l'étranger. Dans le cas où l'enfant adopté à l'étranger, ce même parent peut demander l'octroi direct de la citoyenneté. Ce processus permet au gouvernement d'évaluer l'admissibilité à la citoyenneté cas par cas. En conséquence, la citoyenneté de l'enfant est fondée sur celle du parent et non sur le lieu de naissance. Il n'est pas indispensable d'imposer l'enregistrement de la naissance à l'étranger ni la déclaration du pays de résidence des parents pour établir la citoyenneté canadienne d'une personne. En somme, l'enregistrement des naissances relève normalement du pays où elles ont lieu. Quant à IRCC, il n'est informé des dossiers de citoyenneté par filiation que lorsqu'une demande de preuve de citoyenneté canadienne est déposée, soit par la personne concernée, soit par l'un des parents. Pour mieux anticiper les futures demandes, il peut être utile d'examiner le nombre de cas passés. Les modifications législatives intervenues en 2009 et en 2015, visant particulièrement la situation des Canadiens dépossédés de leur citoyenneté, ont permis à plus de 20 000 personnes de contacter IRCC pour obtenir une preuve de citoyenneté après rectification de leur statut. Ces modifications législatives ont permis de résoudre à la vaste majorité des dossiers. Nous savons que le ministère n'a pas observé une hausse significative des demandes de preuve de citoyenneté à la suite de ces deux séries de modifications législatives. Certains citoyens ont perdu leur statut pour des motifs liés aux anciens règlements de maintien de la citoyenneté. Traditionnellement, 35 à 40 demandes annuelles en moyenne étaient enregistrées pour le rétablissement de la citoyenneté par mesure discrétionnaire. Toutefois, cette tendance est désormais à la baisse et devrait se poursuivre. Pour les personnes concernées par la restriction de la citoyenneté par filiation à la première génération, qui peuvent bénéficier de la mesure temporaire, IRCC a reçu environ 4 200 demandes entre janvier 2024 et juillet 2025. Ces chiffres portent à croire que le nombre restant de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté et de leurs descendants est relativement limité, probablement de l'ordre de quelques dizaines de milliers, qui devraient peu à peu faire valoir leurs droits à mesure qu'ils en prendront connaissance. Permettez-moi maintenant de présenter les objectifs du projet de loi C3 s'il est adopté. Cette proposition accorde d'office la citoyenneté à toute personne née à l'étranger dont l'un des parents est canadien avant l'entrée en vigueur de la loi. Elle vise aussi les personnes qui, actuellement, ne peuvent pas se prévaloir de la citoyenneté par filiation en raison de la restriction de la citoyenneté par filiation à
à la première génération, notamment les Canadiens dépossédés de leur citoyenneté restants et leurs descendants. Une fois que la loi est entrée en vigueur, tout enfant qui voit le jour hors du pays a un parent canadien qui est lui-même né à l'étranger sera considéré comme citoyen canadien dès sa naissance. Si le parent en question peut prouver un lien substantiel avec le Canada, c'est-à-dire une présence physique cumulative de 3 ans dans le pays avant la naissance de l'enfant. Nous ne pouvons prévoir le nombre d'enfants qui naîtront à l'étranger suivant l'adoption de la loi. Toutefois, tant que le parent canadien est né hors du pays et qu'il a établi une présence physique au Canada pendant au moins 3 ans avant la naissance de l'enfant, il peut lui transmettre sa citoyenneté. Certains membres du comité ont posé d'importantes questions sur les adoptions à l'étranger. Dans la mesure du possible, le gouvernement souhaite continuer à traiter de la même manière les enfants adoptés à l'étranger et ceux nés à l'étranger, tout en suivant des règles claires pour la transmission de la citoyenneté par les parents. Tout enfant adopté à l'étranger par un parent canadien avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation aurait désormais droit à l'octroi direct de la citoyenneté, même s'ils avaient déjà été exclus en raison de la restriction de la citoyenneté par filiation à la première génération. Le comité a analysé ces mesures minutieusement et le projet reste à ce stade la solution la plus équitable et la plus pratique. En décembre 2023, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a statué que les dispositions clés de la limite à la première génération sont inconstitutionnelles. Elle a suspendu sa décision jusqu'au 20 novembre 2025 pour donner au Parlement le temps nécessaire pour créer un nouveau cadre. Faute d'adoption du projet de loi prévu à cette date, la citoyenneté canadienne risquerait d'être conférée indéfinitivement aux générations futures nées hors du Canada, et ce, sans limite de temps et sans aucun lien significatif avec le pays ne soit requis. Cependant, certains groupes continueront d'être favorisés par la restriction de la citoyenneté par filiation à la première génération. Plusieurs d'entre eux ne deviendront pas citoyens ou n'auront pas accès à la citoyenneté en raison d'implications de l'ordonnance avant celle du projet de loi C3. Il s'agit notamment des personnes adoptées à l'étranger par un parent canadien au-delà de la première génération, des Canadiens dépossédés de leur citoyenneté au titre de l'article 8, qui ont perdu leur statut de citoyenneté au motif de la règle des 28 ans, de certaines personnes nées à l'étranger avant le 1er avril 1949. Ce scénario créerait des incertitudes juridiques pour les familles et compliquerait l'application de la loi sur la citoyenneté. Et c'est pourquoi il est crucial d'adopter rapidement le projet de loi C3. Monsieur le Président, j'espère que ces explications clarifieront le projet de loi C3 et qu'elles ouvriront une voie vers une adoption pour que les Canadiens dépossédés de leur citoyenneté restant puissent obtenir sa restitution, pour que l'accès à la citoyenneté par filiation au-delà de la première génération soit élargi de manière claire et inclusive, pour que nous évitions de créer d'autres Canadiens dépossédés de leur citoyenneté à l'avenir. L'adoption de ce projet de loi permettra au Canada de franchir un pas décisif concernant les Canadiens dépossédés de leur citoyenneté et de consolider l'intégrité de son cadre de citoyenneté pour les générations à venir. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires. L'honorable député de Nose Hill. Monsieur le Président, je crois comprendre que les libéraux s'apprêtent à retirer un amendement fait par le comité pour inclure une exigence linguistique dans ce projet de loi. Et la langue est un facteur d'unification au Canada. Et donc, il y a du travail qui s'est fait avec le Bloc québécois pour s'assurer qu'une personne ayant un statut d'immigration par le processus prévu dans le projet de loi réponde aux mêmes exigences législatives que quelqu'un qui devient immigrant par naturalisation. Donc, pourquoi créer deux catégories de citoyens en ce qui concerne l'acquisition de la citoyenneté? Je voudrais remercier ma collègue pour sa très belle question. Puis, au Canada, nous avons 2 langues officielles lesquelles nous voulons protéger.
Mais il s'agit ici de rectifier un problème qui a été créé par un cadre et que nous devons, par la loi, de donner à ces citoyens le droit à leur citoyenneté. Merci. Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable député de Bourassa. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue députée de Terrebonne pour son éloquence et bien évidemment pour sa présentation. Et ma question porte sur les critères du lien substantiel qui est requis pour les membres de la deuxième génération. Et ma question est la suivante. Pourquoi pour ces membres de la deuxième génération ce critère est-il requis après l'entrée en vigueur de la législation, mais pas pour ceux qui sont nés avant l'entrée en vigueur de cette législation, Monsieur le Président? Député de Terrebonne. Collègue pour sa question. Puis, en fait, cette législation garantit qu'à l'avenir, il y aura des limites raisonnables à la capacité de transmettre la citoyenneté. L'application prospective du critère du lien substantiel vise à établir un équilibre entre la mise en œuvre de limites raisonnables à la citoyenneté par filiation, préservant ainsi le droit et privilège de la citoyenneté canadienne et la souplesse et l'inclusivité nécessaires pour traiter les cas de personnes précédemment exclues de la citoyenneté par filiation en raison de la limite de la première génération. Merci. Questions et commentaires. L'honorable député de Gaspésie. Les îles de la Madeleine. Liste de gauche. Merci, Monsieur le Président. Dans les amendements qui ont été votés en comité, il y a cette idée, oui, de corriger les injustices, mais aussi de baliser et de s'assurer que les gens qui deviendront Canadiens ont quand même un lien réel avec leur nouveau pays. Et il y a un autre amendement qui est important, et j'aimerais entendre ma consoeur là-dessus, qui est de prévoir un rapport annuel pour savoir qu'est-ce que ça va avoir comme effet, cette loi-là. Ma consoeur parle de quelques milliers de personnes. Le directeur parlementaire du budget, lui, dit qu'il y a jusqu'à 150 000 nouveaux citoyens dans les 5 premières années. Il me semble que quand on vote une loi, ça serait le fun de connaître l'effet de cette loi-là. Pourquoi est-ce que ma consoeur propose un amendement aujourd'hui qui va finalement contre la transparence puis la reddition de comptes? Bonne question. L'honorable député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier mon collègue de l'autre côté pour sa question. Mais au contraire, cette loi vise à une transparence. Puis la majorité des cas dépossédés de la citoyenneté ont été résolus grâce à des modifications législatives. Puis entre 2019 et 2023, nous avons reçu en moyenne 48 000 demandes de certificats et de preuves de citoyenneté. Donc, environ 80 de ces demandes proviennent des personnes nées à l'étranger. Et nous allons suivre ces demandes de citoyenneté. Merci. Questions and comments. A brief question. Une brève question, l'honorable député de Winnipeg Centre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, c'est une mesure qui a été ordonnée par le tribunal. Et les parlementaires doivent respecter les décisions du tribunal et il ne faut pas agir de façon à enfreindre notre Constitution parce que la primauté du droit s'applique. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier encore une fois ma collègue pour sa question, mais ces trois visent justement à répondre justement à cette demande de la Cour et à créer un cadre dans lequel IRCC pourra procéder de manière équitable et inclusive. Merci. Bravo. Debate. Reprise du débat. The honorable member for Calgary, Nose Hill. L'honorable député de Calgary, Nose Hill. Merci, Monsieur le Président. Quel gâchis! Le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui est un gâchis abject. Et je dois expliquer aux gens qui nous écoutent ce qui s'est passé et ce à quoi nous sommes confrontés ici aujourd'hui. Donc, il y a eu une décision rendue par un tribunal qui a dit que la limite de première génération pour ce qui est de la citoyenneté par filiation pouvait s'appliquer indéfiniment. Donc, on disait que si quelqu'un voulait transmettre sa citoyenneté à un enfant né à l'étranger, ce n'était possible de le faire que pour une génération. Une personne qui obtient la citoyenneté par filiation doit avoir un lien substantiel avec le Canada. Et cette mesure a été adoptée pour éviter la citoyenneté canadienne par opportunisme dont nous avons été témoins lorsque des gens demandaient au Canada de les évacuer alors qu'ils n'avaient pas de lien avec le Canada.
Et lorsque certaines de ces personnes ont été évacuées, elles sont simplement rentrées chez elles. Et donc, c'est pourquoi cette limite qui s'appliquait à la première génération strictement a été mise en place. L'un de mes collègues, et j'ai peine à y croire, a dit pourquoi est-ce que le gouvernement contesterait une décision d'un tribunal? Le Parlement, en fait, est l'autorité suprême. Et la réponse du gouvernement, c'est que compte tenu de l'article 91-25 de la Constitution, le Parlement peut modifier la loi sur la citoyenneté et imposer des nouvelles restrictions à l'acquisition de la citoyenneté. Et pourquoi le Parlement a-t-il le droit de le faire? Pourquoi le Parlement doit-il impérativement agir? Parce que la citoyenneté canadienne a une valeur et ça ne devrait pas être des juges nommés. En fait, ça ne devrait être personne d'autre que des représentants dûment élus qui devraient décider des restrictions imposées à la façon dont on peut acquérir la citoyenneté canadienne. C'est pourquoi il y a la loi sur la citoyenneté. Il y a des limites qui s'appliquent à la façon dont les gens peuvent obtenir la citoyenneté canadienne. Il y a environ 10 ans, lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir, et nous avons vu qu'ils adhéraient à un principe appelé le post-nationalisme. Il s'agit d'un principe selon lequel il n'y a pas d'identité nationale au Canada. Et il y a maintenant un ministre de l'identité nationale au Parti libéral qui dit qu'il n'y a pas une seule façon de devenir Canadien. Le nouveau premier ministre a dit pendant la campagne électorale, lorsqu'on lui a demandé ce que ça voulait dire d'être Canadien, il a dit que ça voulait dire de n'être pas Américain. Donc, nous sommes à un moment charnière de notre histoire et je le crois profondément et ça devrait préoccuper tous les Canadiens. Le tissu social de notre pays s'érode à cause de la dernière décennie où des leaders fédéraux ont opté pour ce concept de post-nationalisme. Il n'y a pas d'identité nationale. Notre citoyenneté n'a aucune valeur. Nous pouvons éliminer les règles qui imposent une restriction s'arrêtant à la première génération. Voilà pourquoi les conservateurs ont travaillé avec le Bloc québécois pour modifier ce projet de loi désastreux à l'étape de l'étude en comité. Des amendements ont été proposés pour faire en sorte que les personnes qui obtiennent la citoyenneté par filiation devraient obéir au même processus que les gens qui obtiennent la citoyenneté par naturalisation pour ne pas qu'il y ait un système d'acquisition de la citoyenneté qui trace deux catégories différentes. Je remercie mes collègues du Bloc d'avoir travaillé avec nous pour faire adopter ces amendements qui étaient tout à fait logiques. Nous avons voulu harmoniser les exigences en matière de résidence qui étaient nécessaires pour obtenir la citoyenneté par naturalisation pour qu'il y ait une harmonisation avec l'obtention de la citoyenneté par filiation. Donc, on voulait que ce soit une période de 3 ans sur les 5 dernières années. Ça me semble être tout à fait raisonnable comme amendement. La deuxième chose, c'est de modifier la loi pour qu'il y ait une exigence d'acquisition de la langue, la même exigence qui s'applique aux gens qui veulent obtenir la citoyenneté par naturalisation. Donc, c'est exactement le même libellé qui se trouve dans la loi sur la citoyenneté. C'est raisonnable. Pourquoi? Parce que la langue est un facteur unificateur et fait partie de notre identité. Il y a 2 langues officielles au Canada qui sont extrêmement importantes quant à la définition de l'identité canadienne. C'est au cœur de notre identité, surtout au Québec, où il y a une partie de l'identité nationale qui est attachée à la langue. Cet amendement est un amendement sensé qui se trouve déjà dans la loi sur la citoyenneté. Et ensuite, on a pensé à un test de citoyenneté, les exigences qui existent déjà pour le principe de naturalisation. L'on a à suivre le guide de la citoyenneté et comprendre les bases fondamentales du Canada, comprendre notre identité nationale. Celle-ci doit être profondément enracinée dans
les devoirs et privilèges qui se rattachent à la citoyenneté, mais également les responsabilités qui en découlent. Et tout cela est dans le guide de la citoyenneté. Il y a notamment l'exigence de délaisser des idéologies violentes et extrémistes dès son arrivée au Canada. Tous les Canadiens ou ceux qui souhaitent le devenir doivent abandonner des idéologies extrêmes et violentes, et ce, d'après le guide de citoyenneté. Nous avons donc proposé de mettre en place un test de citoyenneté, test qui existe déjà pour le processus de naturalisation. Comme mon collègue du Bloc vient de le mentionner, nous voulions qu'un rapport soit déposé au Parlement. Rapport concernant le nombre de citoyennetés qui ont été offertes par la descendance. Les libéraux ont choisi de fournir ces citoyennetés par descendance de façon illimitée. Les exigences sont moins élevées que pour le processus de naturalisation. Les libéraux, pendant des décennies, préfèrent le post-nationalisme et l'ont opérationnalisé en grugeant nos processus de citoyenneté. Il y a eu des politiques sur la liberté sous caution et l'on a vu les impacts sur la criminalité en hausse. Il y a eu des projets de loi sur le muselage, sur la liberté d'expression. On n'est pas nécessairement d'accord sur toutes les politiques, mais si nos institutions démocratiques sont érodées par des idéologies de post-nationalisme et que l'on annonce au monde entier que la citoyenneté n'a aucune valeur, l'on viendra gruger davantage le filet social de notre pays et on vient gruger le pluralisme canadien. Le pluralisme et le multiculturalisme peuvent seulement exister dans une démocratie où l'on respecte la primauté du droit, où l'on respecte les institutions, notamment la liberté d'expression et la langue. Je suis convaincue que les libéraux continueront d'avancer ce programme sur le post-nationalisme en présentant des amendements sur les exigences langagières et, ce faisant, ne feront que heurter davantage le pluralisme. Nous devons accroître la valeur de la citoyenneté canadienne et pas en diminuer la valeur. J'exhorte mes collègues à veiller à ce que les amendements qui ont été adoptés en comité soient conservés afin que nous puissions maintenir la valeur de la citoyenneté canadienne et renverser la décennie de dommages qu'a entraîné des idéologies de gauche post-nationalistes des libéraux. On a miné la valeur de la citoyenneté canadienne et de notre identité nationale. Merci. Questions en commentaire? L'honorable député de Coquitlam, Port Coquitlam. Merci. Je tiens à remercier ma collègue de son discours. Elle dit que le Parlement est suprême et qu'on devrait ignorer les décisions des tribunaux. C'est la Charte des droits et libertés qui est suprême, en fait, et les tribunaux doivent offrir des conseils aux parlementaires lorsque nos lois dépassent la capacité et la portée de la Charte. Alors, je me demande ce que ma collègue en pense. La députée de Calgary-Nose Hill. Les libéraux ont changé leur fusil d'épaule après les décisions des tribunaux. Ils ont permis l'élimination entière de la limite de la première génération après une décision rendue par les tribunaux. Le Parlement est l'entité suprême. J'ai cité la loi, les dispositions de nos lois qui permettent au Parlement de décider ce qu'il y en a de la citoyenneté canadienne. Mais les libéraux ont écourté les débats. Ils ont dû étendre les limites des décisions des tribunaux. Ils ont commis un échec sur toute la ligne et ont ainsi permis un nombre illimité d'octrois de citoyenneté par filiation. Si l'on n'avait pas à remettre en question les décisions des tribunaux, pourquoi aurions-nous un rôle à jouer ici dans cette enceinte? Madeleine, liste gauche. Merci, Monsieur le Président. En effet, comme le dit ma consoeur, le débat qui est soulevé aujourd'hui soulève des grandes questions de démocratie. Quel est le rôle des juges? Quel est le rôle des législateurs? Le juge a dit que c'était discriminatoire. Il a dit aux législateurs, faites votre travail et déterminez c'est quoi un lien réel entre un Canadien et son pays qui est né à l'étranger. On est arrivé avec une balise, une limite qui est raisonnable, qui vient copier ce qui se fait dans le système de l'immigration. C'est ça le travail des législateurs. C'est pas aux juges de tout décider, parce que sinon, ça deviendrait un gouvernement par les juges, Monsieur le Président, et c'est pas ce qu'on cherche maintenant. J'aimerais entendre ma consoeur sur ce qu'elle a à dire sur l'état de notre démocratie parlementaire. C'est tout ce qui est décidé en comité, finalement, se fait annuler lorsque le rapport du comité arrive en Chambre.
L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Des députés se sont levés en chambre et disent qu'en tant que parlementaires, on ne devrait jamais exercer l'autorité que nous ont conférée nos citoyens lorsque les tribunaux ont tranché. Nous avons le pouvoir de présenter des projets de loi, de renverser les décisions des tribunaux. Les libéraux ont fait un choix délibéré. Ils n'ont pas contesté une décision qui porte sur la valeur de la citoyenneté canadienne. Les libéraux ont virtuellement éliminé toutes les règles. C'est complètement loufoque. Ça va à l'encontre de la suprématie parlementaire. Je suis fière d'être ici en Chambre et d'affirmer que la citoyenneté canadienne a la valeur. Il vaut la peine d'avoir ces débats en Chambre. Il devrait y avoir une exigence langagière. Il devrait y avoir des vérifications de sécurité. Il devrait y avoir des tests pour la citoyenneté. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord doivent vraiment se questionner. L'honorable député de Charles-Kent-Leamington. Merci. Je tiens à remercier ma collègue de Nose Hill pour la passion et les connaissances qu'elle apporte à ce débat. La citoyenneté canadienne a une grande valeur. Cette valeur est reconnue à l'échelle mondiale. Pourquoi voulons-nous diluer cette valeur? Pourquoi est-ce que ce gouvernement souhaite diluer la valeur? L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Au cours de la dernière décennie, l'on a beaucoup parlé des contributions des Canadiens au monde. Le ministère de l'Immigration et des Citoyennetés a envoyé un gazouillet et a accueilli les citoyens du monde entier ici au pays. Il est grand temps de parler de nos responsabilités. Les responsabilités qui se rattachent à la citoyenneté, le respect pour la primauté du droit, la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, le droit au rassemblement religieux sans crainte de persécution. Pendant les 10 dernières années, les libéraux ont complètement éliminé nos emblèmes symboliques et on se rabat sur le passé. Oui, certes, des changements peuvent être apportés, mais si l'on oublie les responsabilités qui se rattachent à la citoyenneté, le pluralisme ne survivra pas. Brève question, l'honorable député de Vancouver-Est. Merci. Pourquoi en sommes-nous là? Les conservateurs, il y a plus d'une décennie, ont proposé une loi qui violait la Charte. Je sais que la députée est féministe. Qui est touché par cette enfreinte? Les femmes. C'est ce qu'a tranché les tribunaux. Si nous appuyons les femmes et les droits des femmes, pourquoi ne pas veiller à ce que ces amendements soient adoptés? L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Brève réponse. Pourquoi? Eh bien, parce que la députée d'en face est de gauche et adopte des idéologies post-nationales qu'elle croit sincèrement que la citoyenneté par filiation fait en sorte que l'on peut éliminer le test de la citoyenneté, qui comprend des idéologies sur la mutilation génitale comme étant une pratique barbare et le fait que l'on doit rejeter des idéologies violentes. À l'ordre, reprise du débat. Reprise du débat, le député de Gaspésie, les îles de la Madeleine, liste de gauche. Merci, Monsieur le Président. Nous débattons aujourd'hui du projet de loi C3, loi modifiant la citoyenneté. Ce projet de loi répond à un jugement de la Cour. En 2009, un peu d'histoire, le gouvernement Harper a modifié la loi sur la citoyenneté pour interdire la transmission de la citoyenneté au-delà de la deuxième génération pour les enfants nés à l'extérieur du Canada, bien que de parents canadiens. En décembre 2023, la Cour supérieure de l'Ontario a invalidé des dispositions de cette loi au motif que ça violait l'article 6 de la Charte canadienne des droits portant sur la liberté de circulation à l'effet que tout citoyen a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir, ainsi que l'article 15 de la Charte, soit le droit à l'égalité. Les partis qui contestaient la loi représentaient 7 familles qui étaient discriminées par cette loi et la Cour a reconnu que l'interdiction introduite dans cette loi était injuste, spécialement pour celles qui se voyaient imposer un choix entre le lieu de naissance de leur enfant et la transmission de la citoyenneté. Le cas de la famille Brooke Jorquist illustre bien le problème. C'est une enfant qui est née à Genève en 2010 de ses parents canadiens qui travaillaient pour le gouvernement à l'international. Malgré le fait que cet enfant est né de 2 parents canadiens, qu'elle est revenue au Canada à l'âge de 1 an, elle ne pouvait pas, sous les dispositions de la loi, faire le même chemin que ses parents, soit dans sa carrière,
travailler à l'international et donner naissance à l'étranger à un enfant parce que son enfant, à ce moment-là, n'aurait pas pu avoir la citoyenneté canadienne. Une situation absurde parce que la naissance de cet enfant en Suisse était circonstancielle et due au travail de ses parents, alors que pratiquement pour cet enfant, sa vie s'était déroulée pour la majeure partie au Canada. Donc, le projet de loi vient corriger ce type d'injustice, Monsieur le Président, et c'est pourquoi le Bloc québécois a appuyé ce projet de loi en deuxième lecture. Aujourd'hui, ce projet de loi revient du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration pour l'étape du rapport. À ce stade-ci, on doit se poser une question toute simple. À quoi servent les comités parlementaires? Après avoir étudié 26 mémoires, entendu 14 témoins, tenu 2 séances et mené 4 heures de travaux, le Comité de la citoyenneté et de l'immigration nous renvoie le projet de loi avec 9 amendements. Ces 9 amendements ont été adoptés à la majorité des voix au comité. À quoi servent les comités parlementaires en contexte de gouvernement minoritaire comme nous le sommes? Sont-ils un passage obligé et futile où, à la fin du processus, la Chambre renverse ce que le comité parlementaire a adopté à la majorité des voix, ou sont-ils plutôt l'endroit où peut s'exprimer la volonté du peuple telle que portée par les représentants de partis de l'opposition reconnus? En avril dernier, Monsieur le Président, je vous le rappelle, le peuple a élu davantage de députés de l'opposition que de députés du gouvernement. Était-ce un message? Est-ce que le peuple ne confiait pas le pouvoir à un parti, mais en demandant que les autres partis soient davantage mis à contribution dans l'élaboration des lois? Je pense que oui. Yvon Pinard, Monsieur le Président, président du Conseil privé, disait ceci au sujet des comités le 29 novembre 1982. On a été à même de constater après expérience que des comités plus petits ayant plus de latitude et à qui on confie des sujets intéressants peuvent, d'une façon très positive, faire évoluer le système parlementaire, revaloriser le rôle des députés, les rendre plus intéressés et, je pense, le passage le plus pertinent est celui-ci, permettre ultimement à cette institution, donc les comités, de présenter des mesures beaucoup plus éclairées et qui correspondent beaucoup plus aux vœux de la population canadienne. Le projet de loi tel que bonifié par le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, c'est un projet de loi qui contient des mesures plus éclairées et qui correspond mieux, selon nous, aux vœux de la population. Or, le gouvernement veut maintenant revenir sur le travail et défaire ce qui a été fait, défaire le travail de bonification qui a été fait en comité. On doit quand même souligner que les amendements maintenant proposés dans cette Chambre viennent du gouvernement, mais aussi d'une députée d'un parti non reconnu. On pourrait dire que, bien que non reconnus, les députés de ce parti doivent quand même pouvoir participer au processus d'élaboration des lois. C'est difficilement contestable. Mais dans quelle mesure? Jusqu'à effacer presque tout le travail fait en comité? Jusqu'à faire en sorte que les votes tenus en comité par les représentants des partis reconnus soient écartés? Il semble y avoir là un écart par rapport au message envoyé par les électeurs qui ont souhaité donner plus de pouvoir aux partis d'opposition. Il semble y avoir là un risque qu'on se pose à la fin du processus cette même question. À quoi servent les comités parlementaires dans la présente législature? Le Bloc québécois demande que le travail accompli par les membres du comité soit respecté. Nous le demandons car nous croyons que c'est une question de démocratie parlementaire, de respect de la volonté des électeurs, mais aussi, à notre sens, car les amendements adoptés en comité améliorent le projet de loi modifiant la citoyenneté. Le Bloc québécois est en accord avec le projet de loi tel qu'amendé par le comité, et ce projet de loi a été amendé afin que les exigences de la transmission de la citoyenneté par filiation aux Canadiens nés à l'étranger de deuxième génération soient identiques aux exigences des citoyens naturalisés qui passent par le processus d'immigration. Ces trois proposaient que la citoyenneté soit octroyée aux enfants dès lors qu'un des parents a séjourné un minimum de 1095 jours, environ 3 ans, sur une période indéterminée précédant la naissance de l'enfant. Le Bloc québécois, on a appuyé un amendement afin que cette exigence de 1095 jours soit effectuée, mais à l'intérieur d'un délai de 5 ans, comme c'est le cas pour une personne qui souhaite obtenir la citoyenneté via le processus d'immigration. Cet amendement vient permettre de corriger des injustices, mais assure tout de même que les nouveaux citoyens
ait un lien réel et substantiel qui ne soit pas trop ténu avec leur nouveau pays. De plus, nous avons également appuyé un amendement qui obligera les personnes qui auront plus de 18 ans lors de leur demande de citoyenneté à se conformer à des exigences supplémentaires. Ils devront, comme c'est le cas pour les exigences imposées pour les citoyens naturalisés, passer un test de langue, passer un test de connaissance et de citoyenneté et se soumettre à une évaluation de sécurité. Un autre amendement qui a été adopté en comité apporte une certaine reddition de comptes par le dépôt d'un rapport au Parlement sur les statistiques annuelles du nombre de citoyennetés octroyées par la nouvelle loi. Monsieur le Président, c'est important de savoir quel sera l'effet de cette nouvelle loi. Selon le directeur parlementaire du budget, les nouvelles règles pourraient faire en sorte de créer 150 000 nouveaux citoyens canadiens dans les 5 prochaines années. C'est plus que toute la population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. C'est plus que toute la population de la grande majorité des circonscriptions dans cette Chambre, Monsieur le Président. C'est un nombre important. Il semble qu'on devrait s'assurer de connaître l'effet qu'aura cette nouvelle loi. Nous croyons donc que ces amendements répondent au jugement de la Cour qui demandait que nous déterminions ce qu'est un lien réel avec le Canada. En calquant les exigences de naturalisation aux enfants de deuxième génération nés à l'étranger sur celles pour les personnes qui souhaitent obtenir la citoyenneté par l'immigration, nous établissons que les règles soient les mêmes pour tous. Or, les amendements que le gouvernement et la députée d'un parti non reconnu soumettent maintenant à cette Chambre visent à remettre les articles amendés dans leur état initial, sauf pour ce qui est des 3 exigences des tests de sécurité de français et de citoyenneté pour les personnes âgées de 18 à 55 ans. C'est au moins ça. Mais sinon, les amendements déposés par le gouvernement visent à renverser le travail de la majorité des membres du comité. Ils ramènent le projet de loi, c'est leur intention, à ce qu'il était avant d'aller en comité, soit que l'un des parents doit avoir séjourné 1095 jours, mais sur une période indéterminée, plutôt que 5 ans, avant la naissance d'un enfant, afin que celui-ci puisse obtenir la citoyenneté canadienne par la naissance. Et nous, Monsieur le Président, à notre sens, demander que le parent ait séjourné au Canada environ 3 ans sur les 5 années qui précèdent la naissance, on pense que c'est raisonnable et que c'est balisé, mais de façon raisonnable. Et l'amendement retire aussi l'obligation de déposer un rapport annuel au Parlement sur le nombre de citoyens qui auront bénéficié de la loi pour obtenir la citoyenneté. Pourquoi s'opposer à une mesure de transparence? Pourquoi refuser de connaître l'effet qu'aura cette nouvelle loi sur le nombre de citoyens canadiens? Je ne me l'explique pas. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous voterons contre les amendements proposés par le gouvernement et la députée à l'étape du rapport et que nous soutiendrons la version du projet de loi telle qu'amendée par le comité, parce que ces amendements viennent enlever des balises importantes qui ont été ajoutées en comité par un vote de la majorité et pour éviter qu'en corrigeant des injustices, on en vienne à créer une porte ouverte trop largement qui ferait perdre à la citoyenneté sa valeur. Merci, Monsieur le Président. Bravo.